En direct depuis la conférence européenne de la réduction des risques à Bâle. Radio FMR. Oui, ici midi pour la radio éphémère. Bonjour. On arrive à notre troisième et dernière, si je peux dire, étape à Bâle. Nous sommes toujours là. Nous avons rencontré des personnes de toutes parts. Nous restons peut-être un peu sur notre faim, mais c'est qu'éphémère, comme on dit. Ayant rencontré pas mal de gens très intéressants, voilà, je vais vous laisser en compagnie de ces quelques personnes, ou ces 3 personnes. On verra bien ce qu'il y a. Voilà, c'est donc moi, Daniel Weber pour la radio éphémère ici à Bâle, pour la conférence de réduction des risques. J'ai monsieur Fabrice Olivet de la Françoisine. L'association d'usagers vous représentez. Pouvez-vous m'en parler un petit peu, je vous prie? Alors, je crois que vous avez déjà eu Elliot Albers, j'ai cru voir, qui est le représentant de l'Association internationale des usagers. Donc, ça veut dire, qui dit association internationale, dit association nationale. Et en fait, le réseau s'est construit à partir des associations nationales. Dans les années 90, au moment de l'épidémie de sida, un certain nombre d'usagers se sont regroupés. C'était d'ailleurs, c'est important de le dire, hein, c'est assez historique comme histoire. Ça a plus de 20 ans. Il y a même une génération derrière nous avec des gens comme John Mordaunt qui étaient les historic leaders qui sont décédés de cette maladie et qui nous ont passé le flambeau. Et donc à Sud, l'association que je dirige a été une de ces associations pilotes, on va dire. Il y a aussi les Yes en Allemagne que vous verrez peut-être avec Dirk, un certain nombre, une demi-douzaine, surtout dans des pays européens et aussi en Australie, et qui se sont au fil des années institutionnalisés. Disons qu'ils sont rentrés dans le rang, puisqu'au départ c'était très un peu actopien, activiste, pour l'idée étant de survivre tout simplement. Et ensuite on s'est structuré plus qu'une opposition à la guerre, à ce qu'on appelle la guerre à la drogue, puisque nous, en tant qu'usagers, c'est notre objectif principal, c'est d'être reconnus comme citoyens et donc de lutter contre la pénalisation de l'usage. Bon, alors néanmoins, pour être institutionnalisé, on est rentré dans le réseau de la réduction des risques, c'est pour ça qu'on est là. On est même à l'origine, si on peut dire, de la réduction des risques, puisque la réduction des risques au départ, ça suppose que ce soit les usagers qui s'en emparent pour être efficaces. Hein. Les seringues, ce sont les usagers qui s'en emparent. Les traitements de substitution, c'est les usagers qui s'en emparent. Contrairement à ce qu'on vous dire tous les médecins, hein. Les médecins vont vous dire que c'est eux qui prescrivent. C'est totalement faux. En fait, ils prescrivent des choses qui sont choisies en plus, après, par les usagers. Mais tant que les drogues ne seront pas légalisées, il y aura toujours un problème, notamment avec ces traitements qui sont partiellement utilisés comme drogue d'ailleurs. Et donc voilà, on travaille aussi sur tout ce qui est dans ce qu'on appelle la démocratie sanitaire. Alors ça, c'est le terme politiquement correct pour représenter ce qui est dit patient. Un terme qui nous pose problème à nous, puisque un certain nombre de gens qui utilisent des drogues ne se reconnaissent absolument pas comme malades. Mais voilà, c'est la seule possibilité pour exister de manière officielle, puisque en fait l'association que je dirige, Autosupport des usagers de drogue, est objectivement une association de criminels, puisque l'usage étant criminalisé, et on se réclame tous de l'usage de drogue, mais l'épidémie de sida a permis de créer cette contradiction, voire ce paradoxe qui fait que cette association de criminels est quand même institutionnalisée, financée par l'État, reconnue à une certaine voix au niveau de la politique des drogues en France. Deuxième question, par curiosité, en France, comment le gouvernement français, l'État français s'y prend? Il y a des programmes de distribution de matériel,
des structures d'accueil, des locales d'injection qui sont mis en place en France par l'État ou par les départements. Alors le terme qui fait scandale, c'est local d'injection. C'est la dernière partie de votre phrase, parce que ça a fait une grosse polémique là dernièrement, puisque on a voulu ouvrir un local d'injection et on s'est aperçu justement que la loi française ne le permettait pas. Justement parce que la loi interdit d'utiliser des produits stupéfiants. Donc ils se sont rendus compte de ça à la fin, hein, parce que toute la salle, tout le processus avait été mis en place. J'ai une collègue qui est là qui vous en parlerait bien mieux que moi, puisque c'est la directrice du programme. Donc voilà, en France, c'est comme d'habitude le pire et le meilleur. Le meilleur, c'est qu'en substitution, je pense qu'on est parmi les meilleurs du monde, puisqu'il y a plus de 160 000 personnes qui sont dans les programmes de substitution et dans des conditions extrêmement libérales, puisqu'il suffit d'aller chez un médecin prescripteur. Vous rentrez chez lui, 10 minutes après, vous ressortez avec une prescription d'opiacés pour 1 mois. Et il y a, je pense qu'il n'y a que la Belgique qui fait ça au monde, à mon avis. Il n'y a pas d'autre équivalent. Et c'est un succès planétaire, puisqu'on a complètement rayé de la carte les séropositifs grâce à ces programmes-là. On a quasiment plus d'overdose. Enfin, on en a quelques centaines au lieu de plusieurs milliers. Et donc beaucoup de gens sont régularisés, se sont mis aux normes de la société sociale avec un travail, des enfants, etc. Donc de ce côté-là, c'est plutôt 9 ou 8 sur 10. Par contre, au niveau de la répression, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que les usagers de cannabis sont matraqués, particulièrement quand ils habitent des zones périphériques et qu'ils appartiennent aux minorités ethnique. Et donc la répression est parmi une des plus fortes du monde sur l'usage de cannabis. Donc c'est toujours pareil, c'est le paradoxe français. Voilà. En tout cas, je vous remercie, c'est fort aimable. Je vous souhaite une bonne suite pour la conférence ici à Bâle. Merci. Au revoir et bon après-midi. Radio éphémère. Oui, bonjour, Boris pour la radio éphémère. J'aimerais bien vous poser quelques questions sur les testings. Ici, vous testez les extras, les produits, mais vous testez comment pendant les soirées? Oui, on a un projet on a un laboratoire mobile. On l'utilise ensemble avec un groupe de travailleurs sociaux qui font de la réduction des risques. Et en fin de compte, notre stand est ensemble avec la table de diminution de risque, en fin de compte. Il y a des dépliants, il y a une équipe de travailleurs sociaux, et puis il y a nous qu'on fait les tests. Dans les produits qui sont testés, je sais que des fois, ce qui manque aux personnes, c'est des conseils, des moments avec des mauvais tripes ou des choses comme ça. Comme on a un laboratoire mobile, on analyse la substance, on discute sur la substance. Oui. C'est la qualité de la substance. Si l'effet individuel sur la personne, c'est à la personne après encore de décider si elle est majeure, si elle connaît la chose. En fait, vous arrivez à déterminer le niveau de pureté, c'est ça? Oui. La qualité, on peut faire. Ce qu'on peut faire, on peut regarder ce qu'il y a, quel mélange il y a et en quelle quantité. Mais c'est l'avantage de notre système parce que c'est un laboratoire moderne. Ça veut dire qu'on peut aussi détecter les substances qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'on a un signal, même si on ne peut pas le détecter sur place. Oui. Non, pas les coupes. Les coupes, je ne vois que les substances actives. Ce qui est là pour la lactose ou bien le sucre ou bien un truc simplement pour faire du remplissage. Ouais. Ça, on ne le voit pas, mais il n'y a pas d'effet avec ces substances-là. Sauf que des trucs mécaniques. Des problèmes s'ils injectent. La caféine, il y a quand même... Oui, la caféine, je la vois, mais la caféine, c'est un agent actif. Oui, d'accord. Ça, c'est une question simplement du détecteur que j'ai sur le système. Les extasies sont souvent coupées à la caféine, le speed en tout cas. Le speed, oui. Ouais. La caféine, non, il y a de temps en temps de la caféine dans les pilules, mais ça, on connaît très bien la qualité des pilules sur le marché en Suisse, parce que
on est régulièrement sur le marché. C'est ce qui est plus intéressant que si on fait une campagne d'une année et puis on s'arrête. Mais en 15 ans qu'on fait des tests sur le... Et puis vous pensez quoi sur la qualité maintenant du MDMA? Vous voyez là notre poster. Ouais. Ce qui était intéressant, que pendant les dernières 10 ans, la qualité, la moyenne des pilules d'ecstasy, des comprimés d'ecstasy était à 80 mg. Ouais. Vous voyez là sur ce graphique-là. Et puis depuis une année et demie, on a eu un effet, une augmentation qu'on n'explique pas, mais on constate simplement que la moyenne est montée. Maintenant, elle frise déjà les 120 mg en moyenne. Hein. C'est déjà... Et nous, on est évidemment aussi là pour mettre des mises en garde. Il y a des problèmes de surdosage, parce que nous, on a toutes les pilules qui ont un dosage qui dépasse les 120 mg, ils viennent sur le site internet pour les mises en garde. Oui, c'est bien. Ouais. Parce qu'on dit que, évidemment, on dit... c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Pour une fille, c'est déjà trop. Hein? Parce que ça va à milligrammes par poids du client. D'accord. Alors si c'est une fille qui fait 50 kilos ou bien un gars qui fait 80 kilos, ils sont pas au même stade. Non, bien sûr. C'est ça le problème. Il y a aussi une question de connaissance, si on a déjà appris avant. Oui, je connais des gens qui sont des tout petits gabarits et qui prennent des quantités, qui prennent beaucoup de quantités. Mais je suis d'accord avec vous sur la... Nous, on a souvent des jeunes qui ne connaissent peu ou rien du tout au sujet. Il faut bien voir ça. C'est pas la qualité des drogues qui est le gros problème, c'est le consommateur lui-même. Oui. C'est les gens qui ne connaissent rien sur le sujet, qui ne regardent pas de littérature, voilà. Et puis ils ne demandent pas à gauche et à droite comment elle est la qualité, c'est eux qui risquent le plus. Le testing. Le week-end passé, on était dans une partie de hardstyle. Alors, il y avait beaucoup d'amphétamines. Alors il y avait un groupe qui avait normalement en Suisse, le speed, il est à 15% d'amphétamine, 50% de caféine, et le reste c'est médicaments. Non, pas de médicaments. C'est simplement une lactose ou bien du manitol, le truc comme ça. Et puis il y a eu un groupe qui est venu avec plusieurs échantillons à 90% d'amphétamine. Ah, joli, hein? Ouais. Oui, si on le sait. Mais quand tu as l'habitude de prendre... C'était même pas de dentifrice en fait. Non, elle était tout à fait sec. Elle était en poudre? Oui, en poudre. Elle n'était pas sous forme de dentifrice? Non. Et puis on amène dans des ecstasy qui dépassent les 220 mg. C'est déjà beaucoup ça. Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup. De rien. C'était chouette de pouvoir parler de ça avec vous. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Héroïne, cocaïne, morphine, ecstasy, méthadone, tranxilium, dormicum, alcohol, vodka, tabaco, cigarettes, Champions League, doping, fashion, sex, pornography, fast food, internet, video, benzine, credit card, money. Benefits. Addiction. Addict. Je soy. Alors, je m'appelle Martine Baudin et je suis directrice de l'association Première Ligne à Genève qui gère notamment le Quai Neuf en espace d'accueil et de consommation. Alors, c'est clair qu'à Genève, on a toujours cru et on défend clairement l'implication des usagers de drogue dans des projets, qu'ils soient ponctuels ou à plus long terme. On les considère vraiment, c'est un des postulats de la réduction des risques d'ailleurs. Et je crois qu'on a vraiment tenté de mener nos actions dans ce sens-là en considérant les usagers comme des partenaires directs, experts de leur consommation, avec un parcours de vie, avec experts des produits, beaucoup plus que les professionnels. D'ailleurs, c'est comme ça que lorsqu'on a ouvert le Quai Neuf, on avait des professionnels qui n'étaient pas des injecteurs. Et c'est les usagers qui nous ont appris comment préparer les produits, etc. et tout, qui nous ont après permis aux professionnels de formuler nos messages de réduction des risques. Alors c'est vrai qu'à
Genève, quand on a ouvert le Quai Neuf, c'est un espace d'accueil comme ça, d'un espace de 50 mètres carrés. Et on a rêvé de pouvoir faire des projets avec les usagers, ce qu'on ne pouvait pas avant depuis 91 à Genève, parce que c'était dans un bus, donc un peu plus étroit et tout. Donc on s'est dit, ouais, là, on va pouvoir monter des projets avec les usagers. On a rêvé d'un groupe d'autosupport à Genève, ça très clairement. On leur a proposé, on a fait des temps, ce qu'on appelait des temps collectifs avec les usagers. Il y avait même des gens du comité qui venaient de l'association et on avait dit aux usagers, mais émettez vos besoins et tout, et nous on vous met nous on vous propose une logistique ou une entité juridique ou un support derrière. Et on a fait des années ça, mais c'est vrai qu'on a on a eu quelques prémices, mais on a eu peu de possibilités de poursuivre ça à long terme. Je crois que c'est pas faute d'envie réelle des usagers qu'on a rencontré, clairement pas, mais pris par une consommation active, puisque le Quai Neuf est un lieu pour consommer. Donc c'était des gens qui étaient dans des consommations, que ce soit occasionnelles, mais quand même plutôt quotidiennes, et donc pris par ça avant tout. Et puis effectivement, ceux qui pouvaient aussi se mobiliser peut-être dans des groupes d'autosupport ou de projets spécifiques sont quand même des gens qui a priori doivent avoir un bout de meilleure gestion de leur consommation et tout. Et puis ces gens-là, en tout cas à Genève, de revenir dans nos locaux pour des projets, mais avec une possibilité de consommer au rez-de-chaussée et donc du produit qui circule, était, je crois, des influences trop importantes par rapport à des besoins de consommer ou des bouts de fragilité autour de j'arrive à arrêter depuis 3 semaines, mais c'est pas simple de tenir le coup. Donc voilà, mais ce que nous on a vraiment fait, à défaut d'un vrai groupe d'autosupport, on a vraiment inclus dans beaucoup d'activités les usagers de drogue. Ils travaillent au bar du Quai Neuf, ils font du ramassage de seringues, toutes les actions où on peut impliquer directement les usagers, on le fait. On a fait des déménagements. Sans eux, on n'aurait jamais pu déménager nos trucs parce que vraiment, il y avait tellement de trucs à déménager. Toutes les AG, les assemblées générales, on essaye de les impliquer. On a formé des usagers il y a 10 ans à la réanimation. On relance cette année pour permettre aux usagers d'être formés en réanimation. Donc il y a à la fois une implication de l'usager dans un fonctionnement de structure d'accueil, qui puissent dire leur avis, qui puissent amener leurs idées, etc., ou dans des événements de l'association. Et il y a à la fois l'envie de travailler, de former on a envie, et là c'est vraiment des projets comme la réanimation, on a envie de former des usagers à la réduction des risques, qui puissent eux être aussi à même à distribuer des seringues, mais quand même avec des messages qui soient adéquats, qui puissent être formés à la réanimation. On a fait même un test d'usagers pairs en salle de consommation, qui était très intéressant, avec une évaluation qui a eu lieu. Donc voilà, nous on essaye de vraiment poursuivre dans ce sens-là, dont les actions. On a l'action au milieu festif. On vient d'engager un usager qui consomme en tant qu'intervenant au stand de l'action. Voilà, on veut vraiment continuer dans ce sens-là. Voilà. Moi, je ne comprends toujours pas pourquoi les drogues sont classées en fonction de leur légalité et non pas de leur dangerosité. Malheureusement, les lois font croire aux gens que, par exemple, que les médicaments ne les conduiront pas à une toxicomanie, mais à un simple traitement, ce qui peut être très faux. Exemple, benzodiazépines légales sont bien pires que la marijuana ou le shit, qu'elles restent encore illégales de nos jours. Voilà, comme je le dis encore une fois, on reste sur notre fin. Mais la radio éphémère n'est pas totalement éphémère, elle reviendra. Alors, moi je vous dis juste à bientôt et puis j'espère que vous aurez eu beaucoup de plaisir. Radio éphémère. Radio éphémère. Radio éphémère.